Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une bonne organisation des communales du 17 mai prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mercredi 15 avril 2020, bienvenue dans cette édition. Les titres. La Commission électorale nationale autonome a procédé ce matin au tirage au sort des positions des partis en liste pour les communales du 7 mai prochain sur le bulletin unique. Les détails dans ce 19h. Pour garder les étudiants dans la ferveur des activités académiques, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE lance les cours en ligne. Le directeur des études Athanas Toudo nous donne des précisions dans un instant. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par une équipe de notre rédaction sur la préférence des bavettes locales confectionnées par les couturiers du marché d'Antopa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la présidence du président Patrice Talon, le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de ce conclave. Notons le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ. Projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence nationale pour les prestations des établissements scolaires publics. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Travail et de la fonction publique. Mise en place du comité de pilotage du projet de construction et d'équipement du laboratoire de référence pour le contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau. Modification du décret numéro 2019-534 du 4 décembre 2019 portant traitement et régime indemnitaire applicable aux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurité du Bénin à l'énergie électrique. Mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Ayemé, Nokoué et de la lagune de Porto Novo et leurs chenaux. Réalisation des études techniques complémentaires en vue des travaux de dragage, réhabilitation prioritaire pilote du carrefour critique de Djondji-Hunklun dans la zone du lac Ayemé et ses chenaux. Autorisation de la mission de conception de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Aledio Eldorado. Les 5 partis politiques en liste pour les communales de mai prochain connaissent depuis la mi-journée de ce mercredi leur positionnement sur le bulletin unique. Cette année, la Commission électorale nationale autonome Sénat a innové en retenant des thèmes qui renvoient aux valeurs démocratiques en lieu et place des chiffres. Liberté, égalité, tolérance, fraternité et paix représentent les positions respectives des partis sur le spécimen à l'issue du tirage au sort effectué sous la supervision de Geneviève Bokon-Nadjo, vice-présidente de la Sénat. Elle résume les résultats du tirage au sort au micro de Setonji Larios à Jack Benon. Sur toute l'étendue du territoire national pour le FCB, vous avez l'obligation de promouvoir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'UDBN, ce sera les valeurs de tolérance. Pour le BR, la liberté de tous les citoyens. Quant au PRD, il lui reviendra de promouvoir les notions de fraternité entre tous les Béninois. Et enfin, l'Union progressiste, je me réjouis que ce soit une femme, la main d'une femme qui ait tiré les valeurs d'égalité. Égalité entre tous les Béninois, il est vrai, mais égalité également entre les hommes et les femmes. Félicitations, bravo pour vous. Et nous espérons véritablement que toutes ces valeurs-là seront promu à l'occasion de la campagne électorale et également à l'occasion du déroulement du scrutin du début jusqu'à la fin. Les partis politiques tirent un coup de chapeau à la Sénat pour cette innovation. Selon ces derniers, ce sont les valeurs qu'ils défendent déjà. Suivons la réaction de Paul Humpé, secrétaire exécutif national de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Je tiens à remercier et à féliciter le président de la Sénat et son équipe pour la qualité du dispositif qu'on nous a présenté et qui a conduit à la répartition des positions sur le bulletin unique. Comme si ils ont été inspirés
nous occupons la position la paix. Comme vous le savez, ça a été un choix de FCBE de ramener la paix dans notre pays, de faire en sorte que ce qui a été perdu ou ce qui a constitué la pomme de discorde entre les acteurs politiques en 2019 puisse, disons, être corrigé et que notre démocratie revienne. Donc c'est le choix que nous avons fait de nous adapter et de nous conformer aux nouvelles lois. Alors ce choix, en fait, est un choix de la paix. Donc, et nous sommes en train de poursuivre le processus jusqu'à cette étape. Et l'innovation de la Sénat a curieusement attribué à FCBE la position de la paix. Nous voulons la paix. Non, nous ne dirons pas de chiffres, ce n'est pas bien de le dire, puisqu'ils n'ont pas réparti suivant des chiffres, ils ont réparti suivant des thématiques. Et donc, FCBE a occupé la position la paix que vous allez voir, c'est en bas du bulletin. Et donc, ce que nous souhaitons pour ce pays, effectivement, c'est la paix, que nous puissions, disons, évoluer dans la culture de la paix et travailler au développement de notre pays. Pour le vice-président du parti pour le renouveau démocratique PRD, Charlemagne Ronfort, la fraternité est étroitement liée à la paix. Alors il se réjouit que son parti occupe cette position sur le bulletin unique. Le PRD a eu la position de la fraternité qui conduit indubitablement à la paix. Vous savez que c'est les valeurs que le PRD a toujours véhiculées. La paix, la fraternité. Donc ce que cela nous inspire, ça nous inspire simplement qu'il n'y a pas le hasard dans la vie. Il n'y a pas le hasard et que l'esprit qui a prévalu à cette innovation constatée au niveau de la Sénat puisse demeurer pour que ça ne soit pas du symbolisme uniquement, mais que ce soit quand même dans sa sémantique, donc des raisons ou des valeurs que nous allons véhiculer. Parce qu'au-delà de tout, n'oublions pas que nous sommes tous frères. Donc c'est pour cela que le PRD est fier d'avoir choisi donc, la position donc, de la fraternité. À l'Union démocratique pour le Bénin, nouveau UDBN, c'est la tolérance, le leitmotiv du parti. Sa présidente Claudine Afiabi Prudencio s'explique. Nous avons fait le tirage au sort et c'est la valeur que nous véhiculons à l'UDBN qu'on a vraiment sélectionnée. C'est la tolérance. Voilà, c'est la tolérance en tant que mère de famille au devant d'un parti politique. Voilà, il faut tolérer certaines choses. Il faut emmener tout le monde autour d'une table et véhiculer après la paix. C'est ce qu'on a toujours fait. On l'a toujours fait. Ça nous a valu notre non-participation aux élections législatives de 2019. Mais nous continuons avec. Et la paix doit régner dans le pays, le Bénin, la tolérance également dans le cœur de tous les fils et fils du Bénin. Du côté de l'Union progressiste, la directrice de l'administration, Christelle Ndonungbo, se satisfait de défendre la valeur égalité, un principe sur lequel se fonde l'idéologie du parti. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu mettre des chiffres pour pouvoir nous classer. Mais nous pensons honnêtement que nous sommes dans notre bonne position, surtout la position de l'égalité. L'Union progressiste, c'est ce parti que vous connaissez, qui est un parti qui prône en réalité la social-démocratie et donc l'équité, l'égalité dans tout ce que nous faisons dans le pays. Donc nous sommes heureux d'être à cette place. Et de toutes les façons, l'Union progressiste en lui-même, déjà en tant que parti, est un parti visible. Le logo de l'Union progressiste est un beau logo, un logo très visible. Et par conséquent, quelle que soit la position qu'on aurait occupée sur le bulletin unique, nous serons visibles, nos militants et militantes reconnaîtront notre logo. Je voudrais par la suite apprécier en fait ce qui a été fait ce matin à la Sénat, les innovations. Et je pense que la Sénat joue aussi sa partition dans la sensibilisation donc, des élections
libre, transparente et apaisée. D'aucuns ont choisi la paix, d'autres la fraternité, d'autres encore la liberté. Je crois que c'est toute chose qui concourt donc aux élections apaisées dans le pays. Et l'appel que nous lançons mutuellement entre partis politiques, c'est que nous puissions respecter donc nos choix de positionnement sur le bulletin unique et que cela soit visible donc, lors des élections. Voilà. En fait, le général Robert Guyan, deuxième adjoint au secrétariat général national du Bloc républicain BR, la position du parti sur le bulletin unique des communales du 17 mai prochain relève d'une providence. Je suis très satisfait. D'abord, la transparence qui a présidé cette cérémonie de tirage. Et je suis très heureux parce que j'ai tiré le numéro 1, je ne dis pas le numéro 1 qui est liberté, mais qui est à la place numéro 1. Je crois que c'est le destin qui nous a mis en tête. Je crois que c'est le numéro 1, c'est la place numéro 1. Et nous sommes en haut, nous sommes en tête. Donc, qu'il en soit ainsi pour la suite. Restons dans l'actualité électorale pour évoquer la rencontre de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC avec les partis politiques. Les élections communales et municipales se dérouleront dans un contexte assez particulier. Compte tenu de la crise sanitaire, il est décidé de battre campagne uniquement et exclusivement via les médias traditionnels tels que la radio et la télévision. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est chargée de définir les temps d'antenne et de passage de tous les partis politiques. Elle a initié pour la circonstance une rencontre avec les 5 partis politiques en lice ce mardi 14 avril. À la rencontre avec les représentants des 5 formations politiques, plusieurs partis se sont opposés au sujet de la possibilité pour les partis de financer leur passage dans les médias en complément du temps d'antenne octroyé par l'État. Des nouvelles de nos parlementaires pour finir avec la politique. Les députés béninois ont apporté leur contribution à la lutte contre la COVID-19. Ils se sont engagés à donner 200 000 francs chacun pour soutenir la lutte contre la COVID-19, soit au total 16 600 000 francs à mettre à la disposition du ministère de la Santé. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Pour preuve, les écureuils footballeurs du Bénin se joignent au gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Stéphane Sessegneux et ses coéquipiers ont fait des dons en gel hydroalcoolique, en gants et en masques médicaux. Il s'agit de 250 flacons de gel hydroalcoolique de 60 ml, 100 bouteilles de gel hydroalcoolique de 250 ml, 40 bouteilles de gel hydroalcoolique de 1 litre, 39 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 332 cartons de gants et 900 masques médicaux de protection. La cérémonie de remise s'est déroulée hier au ministère de la Santé en présence de leur mandataire, le sélectionneur national adjoint Moussa Latoundji. Par la voix de ce dernier, les quarts de finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 lancent un appel à tout le peuple béninois. Avant chaque match, nous chantons avec fierté notre hymne, dont certaines paroles résonnent encore plus aujourd'hui. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur, plein d'allégresse, livrer au prix du sang des combats éclatants. Accourez, vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la prospérité, construisons sans relâche. Unis, solidaires, disciplinés, nous parviendrons à vaincre cette pandémie qui frappe le monde entier et sortirons encore plus fort de cette situation, ont-ils déclaré. La première dame Claudine Talon et le fils du chef de l'État Lionel Talon ont également fait des dons de plusieurs matériels liés à la protection contre le coronavirus, des dons d'une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs. Pour finir avec les nouvelles du coronavirus, notons que les Béninois respectent le port obligatoire du masque de protection depuis son entrée en vigueur. Un tour au marché d'Antokwa ce 14 avril permet de se rendre compte de la préférence des usagers pour les bavettes locales confectionnées par les couturiers sur place. C'est le constat fait par nos reporters. Suivez. La plupart des usagers du marché d'Antokwa ont adopté le masque de protection depuis qu'il est obligatoire. La diversité des formes et des modèles réside dans l'origine du masque et la perception qui guide le choix. C'est parce que le gouvernement a donné l'ordre que tous les Béninois portent leur cache-nez à cause de la maladie de Covid-19 qui est venue. Moi, j'ai choisi de porter les cache-nez en tissu parce que je ne veux pas porter ce que le gouvernement a subventionné. Parce que le gouvernement a subventionné ça à 200.
Bon, les Béninois, vous savez que nous sommes peuplés. Supposons que moi je suis mère de 8 enfants. En plus, mon mari, ça fait 10. Et on va acheter cache-nez pour tout le monde. 200 fois 10, vous voyez combien ça fait. Et actuellement, vous savez combien, le SMIC béninois est à combien actuellement au Bénin. Donc, nos moyens ne nous permettent pas d'acheter les cache-nez à 200. Et surtout, ce qu'ils sont en train de dire sur les cache-nez actuellement subventionnés, c'est pourquoi moi j'ai préféré faire les cache-nez en tissu. J'en ai fait suffisamment. Ceci, quand j'ai pris ça aujourd'hui, je lave ça, demain je porte un autre. Et c'est comme ça, je change chaque fois. Je n'ai pas acheté, j'ai demandé à mon tailleur de me confectionner ça. Les artisans s'investissent pour satisfaire une clientèle limitée par les moyens face à cette contrainte. Quand l'État a décidé du port obligatoire des masques, les femmes se sont ruées vers nous pour qu'on leur confectionne les cache-nez en tissu. Avant de fabriquer les masques, nous avons acheté les doublures que nous avons lavées. Ça nous protège vraiment. Il revient aux spécialistes de vérifier l'efficacité des différents modèles et de proposer un modèle valable et efficace aux artisans. À présent, la page éducation de cette édition. En cette période de corridor sanitaire, priorité est donnée au télétravail. Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, les écoles supérieures privées mettent en place des systèmes de cours à distance. Une mesure que l'administration de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE s'applique à rendre effective. Depuis quelques jours, enseignants, étudiants et administrations se mobilisent pour la reprise des activités académiques par ce moyen. Approché par ESAE TV, le directeur des études de cette université privée évoque l'imminence de ce dispositif. Une année qui commence et une année préparée pendant l'année qui s'exécute. Donc nous sommes contraints à cela. Mais cette fois-ci, il y a une certaine particularité. Parce que la situation que nous vivons dans le pays a obligé le gouvernement à modifier le calendrier initialement prévu. Les cours ont été suspendus, les délais ont été donnés, prorogés. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a donc indiqué que pour ne pas laisser les enfants en rade, de prendre un certain nombre de dispositions pour qu'ils soient en situation d'apprentissage à leur lieu de confinement. C'est ce que nous exécutons depuis le début de cette semaine-ci. C'est ce que nous exécutons. Nous allons appeler tout le monde, les étudiants, les enseignants, dont les cours n'étaient pas encore exécutés, qu'ils puissent les mettre à la disposition des étudiants afin qu'ils prennent connaissance et se mettent en situation d'apprentissage autour donc, de ces modules. C'est ce qui nous occupe et c'est ce que nous continuons de faire ce matin. Comme le Covid-19, bon, c'est une petite surprise. Les AE essayent avec les moyens qu'il a actuellement de s'insérer dans cette mouvance. J'espère que ça va donner de nouvelles idées et permettre de peaufiner ce moyen d'apprentissage, de le peaufiner davantage et de le rendre beaucoup plus efficace et performant.
Le directeur des études du groupe ESAE, Athanas Toudonou, estime que la nouvelle donne est une expérience opportune qui pourrait devenir une institution. Il est au micro de nos reporters. Pour l'heure, nous procédons par Skype, pour l'heure, que les étudiants qui auraient lu les cours puissent être en discussion directe avec les enseignants autour des questions qu'ils n'auraient pas comprises, autour des questions qu'ils poseraient, autour des compréhensions qu'il leur faut davantage. Et c'est cela que nous mettons en place actuellement. Pour l'heure, il y a une adhésion complète de tous les enseignants pour ce système. Et les étudiants aussi ont massivement adhéré parce que l'idée était d'ailleurs venue de certains d'entre eux de leur permettre d'avoir les cours pour pouvoir commencer à les lire. Nous les avons suivis et je crois que le gouvernement les a suivis aussi. Beaucoup de nos cours déjà exécutés étaient déjà en ligne à la disposition des étudiants. Ceux qui ne sont pas exécutés vont être mis à leur disposition à l'issue donc de ces dispositifs. Je trouve que la décision du ministre est très opportune parce que beaucoup de questions se posaient déjà sur la couleur que va prendre cette année, ce qui serait préjudiciable aux enseignants, à l'administration, mais surtout aux étudiants et aux parents d'étudiants. Je pense que cette décision va nous permettre de donner une couleur qu'il faut à cette année et que cette année sera validée au niveau de tous les étudiants. Une décision, une initiative qui ma foi, est proactive par rapport donc à la situation que nous vivons actuellement. Je compte beaucoup sur les étudiants, je compte sur les enseignants pour nous permettre donc de mettre ce temps à profit à voir les étudiants en situation d'apprentissage avant la reprise annoncée pour le 10 prochain. Mettons un terme à cette édition avec l'actualité en France, aux États-Unis, en Espagne et en Italie. La France a franchi le cap des 15 000 morts du Covid-19 selon les derniers chiffres livrés par Santé publique France ce mardi 14 avril. C'est un nombre de décès important et en hausse par rapport à la veille, même si le nombre de patients en réanimation, un indicateur crucial, a continué à décroître. En France, 6 730 patients dans un état grave se trouvaient en réanimation mardi soir. Les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde, tant en nombre de cas confirmés que de décès liés au Covid-19, avec au total plus de 614 246 personnes testées positives et plus de 26 000 morts. Le pays a enregistré mardi un sombre record avec plus de 2200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays. Le gouverneur Gavin Newsom avait alors imposé le confinement aux 40 millions de Californiens dès le 19 mars, alors que l'État ne comptabilisait encore officiellement qu'un gros millier de cas de Covid-19, dont 19 morts. L'Espagne est le deuxième pays après les États-Unis en nombre de cas de contamination, avec plus de
177 000 personnes testées positives au coronavirus, mais aussi le troisième pays dans le monde le plus endeuillé, avec au total 18 579 décès liés au Covid-19, dont 523 nouveaux décès ces dernières 24 heures selon les chiffres du ministère de la Santé du 15 avril, un chiffre en baisse après le rebond de la veille. Une lueur d'espoir d'un retour à la normale dans le pays s'annonce à l'horizon avec des bilans quotidiens plus ou moins lourds et une reprise de certaines activités non essentielles dans le pays. Après 2 semaines d'hibernation en Espagne où toutes les activités économiques non essentielles étaient à l'arrêt, le gouvernement a annoncé une timide relance et a autorisé les travailleurs sous conditions strictes à reprendre le chemin des usines et des chantiers dès ce lundi. Mais le confinement reste de rigueur dans le pays. Et pour finir, en Italie, l'Italie est le 2e pays le plus touché en nombre de morts et comptabilise à ce jour plus de 21 000 décès des suites du coronavirus. C'est également le 3e pays en nombre de cas de Covid-19 après les États-Unis et l'Espagne, avec plus de 162 000 personnes testées positives dans le pays. Mardi 14 avril, l'Italie a déclaré 602 nouveaux décès du Covid-19 et 2972 contaminations supplémentaires en 24 heures. Un chiffre en hausse par rapport à la veille. Les autorités appellent à la prudence ces derniers jours, à ne pas relâcher la vigilance et à ne pas gâcher les efforts entrepris depuis plusieurs semaines. Il insiste sur les mesures de précaution, le respect du confinement pour éviter à tout prix une seconde vague de la pandémie. Le confinement et l'arrêt quasi total de l'activité économique imposée depuis plus d'1 mois ont été prolongés jusqu'au 3 mai. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Gardez le réflexe www.zaetv.bj. Bonsoir.